Et si on repensait complètement le secteur culturel? Et si je vous disais que vous alliez écouter cette EP en boucle? Et s'il y avait un film que vous deviez voir pour comprendre le combat des femmes trans dans la communauté queer? On va voir tout ça et bien plus encore dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue sur La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi c'est Louise, je suis photographe et vidéaste basée à Lyon et je vous retrouve pour un nouvel épisode Favoris culturels. Si jamais vous avez des livres, des films, des spectacles, de la musique ou encore plein d'autres choses à nous recommander, n'hésitez pas à nous partager vos favoris culturels également en commentaire, je suis trop curieuse. Merci à vous et puis je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour tout le monde, je vais commencer tout de suite en vous parlant de YouTube/Twitch. Il y a une émission que je regarde beaucoup en ce moment et qui me plaît énormément. Donc c'est l'émission d'actualité d'Histoire Crépue qui s'appelle Algorithme. Alors c'est une émission qui est diffusée sur Twitch je crois et moi du coup je la regarde tout le temps en rediffusion sur YouTube parce que je suis jamais à l'heure sur les trucs Twitch de toute façon. Cette émission, elle est souvent présentée par Samboy et Réa, mais il peut y avoir aussi les autres personnes qui travaillent Histoire Crépue qui peuvent participer aux algorithmes. L'émission, elle est diffusée en direct tous les lundis et les jeudis entre 11h et midi, et ensuite remise, comme je vous l'ai dit, sur YouTube. Yel, en gros, donne un point de vue antiraciste et décolonial à l'actualité chaude du moment. C'est leur petite phrase d'accroche au début. C'est une émission que je trouve intéressante parce que c'est vrai que dans les journaux d'actualité, en fait, on n'entend jamais parler d'actualité antiraciste et décoloniale. Et en tout cas, les sujets ne sont jamais décryptés de ce point de vue-là. Et du coup, même au contraire, les sujets sont souvent traités de façon raciste, tout simplement. Et du coup, je trouve ça très intéressant de comment à chaque fois, elles prennent des sujets dont on ne pense pas forcément et elles vont nous le décrypter à leur façon. Et moi, j'apprends énormément de choses. Et en plus, en tant que personne blanche, j'aurais toujours énormément de choses à déconstruire et de choses à apprendre. Et je trouve que c'est important que on s'y mette, quoi. Je suis ravie que ce genre de contenu existe et je suis hyper reconnaissante de pouvoir y avoir accès. Pour vous le dire, le style de sujet qu'elles traitent, par exemple, elles ont parlé récemment de la douane, donc l'enfant qui tire avec des pistolets à eau sur les gens à côté du canal Saint-Martin, je crois, et qui a été complètement criminalisé, désenfantisé, je crois que c'est Fatima Ouassa qui dit ce terme-là, et aussi réprimé par la police à de maintes reprises. Yael parle aussi, par exemple, de la Coupe du Monde et donc de tous les scandales qu'il y a autour. Mais Yael vont reprendre aussi, par exemple, la vision de Kylian Mbappé, dictateur, que vous avez peut-être pu voir passer sur TikTok pas mal de fois. Et Yael vont décrypter ça. Dans les derniers sujets, il y avait toutes les choses aussi autour de la canicule, avec les personnes qui mettaient des piscines dans les cités, etc. et qui se sont fait réprimer maintes et maintes fois par la police. Enfin, voilà, les sujets sont extrêmement larges. Il y a pas mal de sujets dont on entend beaucoup parler dans les médias et aussi certains trucs qui ne sont pas traités dans les actualités, mais qui trouvent sur les actualités plutôt réseaux sociaux, etc. Des phénomènes de pop culture, par exemple, voilà, dont elle parle. Et juste voilà, je trouve ça hyper intéressant. J'adore cette émission, je la regarde toutes les semaines et je vous la conseille très fort. Nous allons passer à une autre catégorie. Il s'agit des livres. J'ai lu un livre récemment qui m'a beaucoup plu et je l'ai lu aussi pour le podcast, en vrai, pour me former un petit peu plus en termes de droit du travail, etc., dans la culture. Donc, il s'agit d'un livre écrit par Réseau Salariat. Je ne sais pas si vous connaissez le Réseau Salariat. Je vous lis leur présentation, comme ça ce sera plus simple. Réseau Salariat est une association d'éducation populaire qui réunit les travailleurs et les travailleuses de tous horizons, salariés d'associations, d'entreprises ou de la fonction publique, syndicalistes, mais encore retraités, entrepreneuses, entrepreneurs, chômeurs, chômeuses, parents, étudiants, etc. Notre objectif est de prolonger et diffuser une pensée révolutionnaire orientée vers l'appropriation collective des moyens de production.
aussi bien industriels que sanitaires, culturels, éducatifs, etc. Et l'octroi à tous et à toutes d'un salaire à vie. Contre le capitalisme, le marché du travail et la propriété à but lucratif que nous distinguons de la propriété d'usage, nous voulons notamment continuer à étendre les expériences révolutionnaires et la cotisation sociale et du salaire à vie. Fin de citation, c'est plus long que ça, mais je vous lis que ça et je vous explique. En gros, le réseau salariat, c'est en gros des personnes qui vont réfléchir autour de sujets, de branches de métiers par exemple, de secteurs d'activité, etc. Et voir comment on peut repenser ces secteurs-là. Et elles vont parler de salariat dans tous les domaines, d'entrepreneuriat dans plein de domaines. Et aussi, là, elles ont sorti un livre qui s'appelle Pour une sécurité sociale de la culture. Donc évidemment, c'est celui-là que j'ai acheté. C'est un livre d'ailleurs qui est sorti aux éditions du Croquant. Et je vous parle pas souvent des maisons d'édition, mais là, c'est vraiment une super maison d'édition, petite, indépendante. On avait parlé du fait qu'il fallait mettre en avant les petites maisons d'édition dans l'épisode numéro 69 avec Lisiane Michel de la librairie Jean-Jacques Rousseau à Chambéry, si jamais ça vous intéresse. Et donc là, je le fais. Édition du Croquant, allez voir ce qu'elles font. Pour ce qui est de ce livre-là, en gros, ce que je trouve passionnant quand on essaye de changer les choses en politique, c'est aussi de s'intéresser au monde des possibles. Je pense que vous avez aussi le même sentiment, on se bat beaucoup contre des choses en ce moment, et c'est fatigant, donc on se bat contre des lois liberticides qui passent, on se bat contre le fait qu'il y ait l'extrême droite au pouvoir, on se bat contre plein de choses, et on en oublie aussi des fois de passer du temps à réfléchir à ce qu'on aimerait. On sait que c'est possible et il y a plein de gens qui ont réfléchi dessus, mais c'est cool de se remettre dans la tête c'est quoi aussi nos idéaux de société, comment on peut faire pour y arriver, et en plus ça nous donne des argumentaires pour débattre, donc c'est encore mieux. Dans le secteur culturel, il y a plein de choses qui sont à revoir, et donc là, le réseau salariat a sorti une liste, en gros, de propositions sur comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'avant qu'on arrive au salaire à vie pour tous, etc., on arrive à déjà changer de l'intérieur le système du secteur culturel pour que tout le monde puisse y avoir accès et que les travailleuses puissent être protégées en termes de droit du travail, etc. Le livre commence par une grosse partie que j'ai trouvée trop intéressante sur un peu l'histoire de certaines batailles du secteur culturel. Je trouve que c'est toujours inspirant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient très militants et du coup, mes histoires de quand j'étais petite, c'était des histoires de révolutionnaires, quoi. Enfin, en tout cas, de révoltés. C'était des histoires voilà, de gens qui me racontaient comment ils avaient fait pour gagner des luttes, etc. Et ça m'a tellement portée, je vous jure, quand j'étais adolescente. C'est pour ça que je me suis mise à la politique tôt, en vrai, hein. C'est parce que j'ai eu la chance d'avoir cette éducation-là. Je savais que c'était possible. Et ça m'a donné une énergie, je vous jure, que j'aimerais bien retrouver et que j'ai toujours en vrai. Mais je trouve qu'il faut l'alimenter de montrer les victoires des luttes. Il y a certains militants qui le font très bien et je trouve que c'est trop important de montrer comment on a réussi à faire des choses. Évidemment, aujourd'hui, le contexte est différent. Mais par exemple, Yael nous rappelle que les moments où on a gagné des droits, c'était aussi des moments où les syndicats de la culture étaient beaucoup plus huge, quoi. Aujourd'hui, les syndicats de la culture ont vraiment énormément perdu en adhérents et il y a plein de raisons à ça d'ailleurs aussi. Mais c'est intéressant de voir comment le collectif, et c'est toujours à ça qu'on en revient, a changé les choses. Et comment on peut faire en sorte d'avoir un contre-pouvoir qui fonctionne en s'alliant tous et toutes les travailleuses. Si j'ai bien compris, Réseau Salariat, ils font des sortes de moments où il y a des groupes de travail qui discutent longuement autour de certaines questions et ensuite elles font un travail collectif autour de ça et elles rendent des sortes de comptes rendus de ce qu'elles pensent sur certains sujets, etc. Dans ce livre, elle parle du coup de la sécurité sociale et la protection des soins de santé. Elle parle aussi du régime des artistes autoristes et du salaire à vie, du régime des intermittents et intermittentes du spectacle et le tremplin vers le salaire à la qualification personnelle. Elle parle de la qualification personnelle. Je vous lis le sommaire, comme ça vous savez ce qu'il y a dedans. Séance 5 pour un nouveau service public de la culture. Ensuite, il y a l'état des lieux des industries culturelles et numériques, les nouvelles formes de marchandisation culturelle à partir de l'exemple de la musique et du cinéma, le conventionnement des lieux culturels,
les tiers-lieux, structure et paradoxes, l'enseignement artistique public, l'éducation populaire, et ensuite à la fin, elles font le résumé de toutes les propositions qu'elles ont réfléchies tout au long du livre. En plus, le but, c'est pas forcément d'être d'accord avec tout. Moi, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, mais en soi, la grande majorité des choses, j'étais d'accord et passionnée par ce qu'elle disait. Je trouve que ça donne des perspectives géniales. Franchement, je vous conseille grave. Je vous lis juste un petit truc qu'il y a écrit derrière le livre que je trouve sympa pour vous montrer un peu le ton aussi de ce qu'il y a à l'intérieur. Je cite: «Depuis trop longtemps, les artistes ne sont vus qu'à travers le prisme idéologique de la bourgeoisie, des êtres doués d'un talent divin qui ne peuvent s'abaisser au niveau des travailleuses. Les artistes créent, et elles ne travaillent pas. Cette vision, à laquelle trop d'artistes adhèrent malheureusement à des fins de distinction sociale, les confine dans une insécurité matérielle qui les asservit toujours plus. Avant-hier valet de cour, hier faire-valoir d'une bourgeoisie triomphante, qu'en est-il aujourd'hui? Un assujettissement à la rentabilité marchande la plus triviale. Derrière les nababs de la culture qui pérorent dans les hautes sphères du pouvoir, une cohorte de professionnels des arts et de la culture essaye de survivre dans un marché capitaliste toujours plus tendu. Leur statut adviendra-t-il en jouant le jeu de la concurrence généralisée ou par la construction d'une classe qui se revendique celle des travailleuses de la culture? Tels sont les enjeux de notre sécurité sociale de la culture. Mettre en sécurité matérielle le monde de la culture à l'image du régime général de la sécurité sociale de l'après-guerre. Une sécurité sociale gérée par les travailleuses de la culture, par les citoyens et citoyennes et en gardant à l'écart toute ingérence de l'État. Des travailleuses de l'art et de la culture protégées du marché capitaliste par un salaire à la qualification personnelle. Des institutions de la culture conventionnées afin de les protéger des marchés financiers. Un public solvabilisé par une augmentation de salaire sous forme de monnaie marquée. Loin d'être exhaustif, cet ouvrage a le mérite de poser les premières pierres d'une sécurité sociale de la culture qui se proclame de l'autogestion des travailleuses de la culture et du public. Fin de citation. Et dernier truc, je vous préviens, il y a Bernard Friot qui a écrit dedans, mais je vous jure, il a fait grave des efforts, c'est compréhensible, la lecture. Voilà. C'est tout pour ça. On passe à la catégorie film. Je vais passer assez vite sur ça parce que j'ai un épisode qui est sorti il y a pas longtemps dans lequel je parle de ce film très longuement. Si vous voulez aller l'écouter, c'est l'épisode numéro 80, Histoire du mois des fiertés. Et je voulais vous en reparler ici parce que pour moi, il faut que vous voyiez ce film. Donc je continue la propagande. Il s'agit de Marsha P. Johnson, Histoire d'une légende. C'est un documentaire de David France qui est sorti sur Netflix en 2020 et qui est encore dispo si jamais. Et si vous n'avez pas Netflix, vous avez bien raison, je pense qu'il est grave trouvable en streaming en vrai. Dans ce documentaire, on suit Victoria Cruz, qui est une activiste américaine pour les droits LGBT et la lutte contre les violences conjugales. Victoria Cruz est une femme trans d'origine portoricaine qui a grandi et vécu toute sa vie à Brooklyn. Et elle va faire un gros travail sur la mémoire et l'histoire des luttes des femmes trans. Dans le film, elle va se pencher sur la mort de Marsha P. Johnson, qui d'ailleurs était une amie à elle, si je me souviens bien aussi. Marsha P. Johnson, elle est une femme trans afro-américaine qui a été une grande militante des luttes LGBTQIA+. Elle avait été présente lors des émeutes de Stonewall et avait fondé ensuite avec Sylvia Rivera le Street Transvestite Action Revolutionaries, qui était une organisation qui se battait pour les droits des personnes trans, mais aussi des personnes LGBTQIA+, qui étaient à la rue et qui n'avaient pas accès aux soins de santé, d'éducation, etc. Marsha P. Johnson est donc une femme très importante dans l'histoire du mouvement LGBT et elle a été assassinée en 1992. Lors de la mort de Marsha P. Johnson, comme pour beaucoup de morts de femmes trans, il n'y a pas eu d'enquête et le dossier a été perdu. Il n'y a donc jamais de réparation. Ça existe encore aujourd'hui d'ailleurs, mais à cette époque-là, c'était extrêmement fort. Il y avait de grosses violences envers les femmes trans et il y avait malheureusement régulièrement des meurtres aussi de femmes trans qui n'avaient jamais d'enquête, dont les dossiers étaient perdus également. Et donc les personnes qui faisaient ça, parfois c'était même la police, n'étaient jamais incriminées, arrêtées, etc. Et donc Victoria Cruz va reprendre le dossier et enquêter sur la mort de Marsha.
Et donc tout le long du film, on va avoir le témoignage de militants et militantes qui la connaissaient. On va comprendre mieux aussi les choses qui ont marqué l'histoire des luttes des femmes trans aux États-Unis dans ces années-là. Et aussi, on va pouvoir découvrir tout ce que Marsha a apporté à la communauté queer euh, pendant toute sa vie de militante. Et donc voilà, pour moi c'est un film qui parle de mémoire et qui est extrêmement important pour comprendre mieux, apprendre des choses. Et enfin voilà, je vous le conseille vraiment très fort. Et d'ailleurs, Victoria Cruz est décédée là, très récemment, il y a un mois. Donc ça peut être un bel hommage que d'aller voir ce qu'elle faisait et de s'intéresser à cette militante, vu qu'elle s'intéressait beaucoup aux mémoires de militantes trans et LGBT en général. C'est aussi de notre devoir que de faire vivre sa mémoire à elle également. Donc allons découvrir tout ça. Je vous invite à le faire en tout cas. Je finis cet épisode avec une recommandation de playlist. Et oui, je vous ai dit, ça fait trop longtemps que je vous partage pas de musique, je sais pas pourquoi, mais en gros, c'est que dans ma playlist, il y a plein de choses qui sont hyper connues. Plein de choses où bah voilà, je connais pas forcément de ouf les artistes, c'est que une chanson qui me plaît et du coup je l'écoute en boucle. En fait, j'écoute beaucoup de chansons en boucle. Et donc, je trouve ça pas forcément hyper intéressant. Et pourtant, le milieu de la musique m'intéresse beaucoup parce que je travaille dedans. En soi, j'aurais plein de recos à vous faire, mais j'y pense pas forcément. Donc là, je me suis plus organisée. J'essaye de, quand je trouve des artistes émergents, intéressants sur les réseaux et tout, les mettre de côté, etc. Donc j'ai des artistes à vous faire découvrir aujourd'hui et dans les prochains favoris culturels, donc je suis très contente. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir Jeannette et Mage. Alors peut-être que vous les connaissez déjà parce que elles ont déjà 19 000 abonnés sur Instagram. J'ai pas trop trouvé de press kit et tout, peut-être que j'ai mal cherché, c'est peut-être ma faute. Du coup, j'ai du mal à vous présenter très bien ce groupe parce que je n'y connais pas grand-chose. J'ai surtout écouté leur musique. En gros, Jeannette et Mage, c'est un duo. Donc Jeannette qui chante slash slam slash rap. C'est un peu un mélange, je trouve. Et Mage qui fait les prods. C'est des prods électro. J'ai trop du mal à vous dire quel style de prod c'est. Enfin, j'y connais trop rien pour vous décrire. Mais c'est des trucs un peu phasants, on va dire. C'est des prods très répétitives, mais avec qui installent vraiment une ambiance. Et voilà, et par-dessus, il y a Jeannette qui va donc poser sa voix. Et Yal vient de sortir le mois dernier un EP qui s'appelle Que nous reste-t-il, dans lequel il y a 6 sons, donc Blackout, Rendez-vous, Toxique, Mon amour, M'endors pas et Sad Game. J'ai adoré juste déjà la musique. Enfin voilà, la musique est trop bien. Jeannette chante parfois en anglais, parfois en français, enfin voilà, ça dépend. Les prods sont trop bien, les sons sont trop bien, les paroles sont super aussi. Je vous préviens juste, trigger warning, ça parle de violence conjugale, de relations toxiques, ça parle de drogue, ça parle de dépression, etc. Enfin voilà, c'est très dark comme album, mais je l'ai trouvé trop bien. Alors après, je les connais pas. Je les connais pas bien, donc je sais pas ce qu'ils voulaient en faire. Moi, ce que j'ai ressenti en tout cas, et j'espère que c'est, enfin, je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire, j'en sais rien, mais moi en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que Yael voulait décrire et montrer ce que c'est que ces relations toxiques et à quoi ça amène. J'ai trouvé que ça dénonçait plus, même si ça le disait pas que ça dénonçait, ça énumérait ce qui se passait dans une relation, par exemple. Mais pour moi, ça montre que c'est mal. Enfin voilà, c'est pas genre on va faire l'aude des relations toxiques, quoi, du tout. Au contraire. J'ai ressenti en tout cas le contraire. C'est des paroles pas faciles forcément, mais c'est des musiques qui moi me font phaser en fait dans la rue et tout. Enfin ça me met dans une ambiance qui m'emporte un peu et ça j'adore cette musique. Juste je trouve que elles sont trop forts et fortes. Et je vous conseille. Moi j'ai 4 musiques préférées si jamais vous voulez les écouter. Il y en a qui sont dans cette EP là et d'autres qui viennent de EP d'avant. Mais mes musiques préférées, c'est Mon amour, Rendez-vous, Ton corps sur le mien et Toxique. Voilà.
N'hésitez pas à aller streamer leurs titres et je suis trop curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Je sais pas si vous connaissiez et si vous aussi vous avez des petits artistes, émergents à me faire connaître, je suis trop curieuse et je serais ravie, d'en entendre parler. Et voilà, c'est tout pour les favoris du mois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à vous si vous m'avez écouté jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous le savez, la principale difficulté du podcast, c'est sa visibilité et j'ai besoin de vous pour que ce dernier soit plus visible. Donc n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous s'il vous a plu et à me soutenir si jamais vous le pouvez et le voulez évidemment sur Tipeee. Vous pouvez faire des dons ponctuels ou mensuels et ce à partir de 1 €. Et sachez que chaque euro compte, donc même les tout petits dons font un poids énorme dans la balance parce que je suis un petit projet. Et donc voilà, merci à vous pour tout ça. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!